C'est la première fois où on fait l'expérience de filmer les présentations, parce qu'on a un très grand nombre de camarades qui ne peuvent pas venir, et aussi c'est l'occasion un peu de mettre en relief des startups qui présentent leurs projets. Donc je te passe la main sans trop de problème. Écoutez, bonjour à tous, merci d'être là, c'est très flatteur de pouvoir venir en partie pour moi, donc je vais me présenter. Je suis Quentin Martin Laval, le fondateur de la startup Eki. Alors en quelques mots, Eki c'est une boîte qui a 2 ans, que j'ai montée avec un autre associé et puis une troisième associé à la fin de mes études. Un de mes associés a fini ses études en même temps que moi et puis l'autre était une entrepreneuse multirécidiviste qui a décidé de nous rejoindre et de nous aider. Voilà. Ce que je fais moi, c'est de la lumière naturelle par fibre optique. Donc concrètement, notre produit, c'est un espèce de panneau qui va se placer en toiture du bâtiment, qui va concentrer la lumière, la mettre dans de la fibre optique et puis l'amener jusqu'à l'intérieur du bâtiment pour faire de l'éclairage. Donc on travaille dans le monde de l'éclairage naturel, de l'éclairage du bâtiment. On côtoie les éclairagistes, nécessairement. Et puis on se propose comme étant un nouvel acteur du bâtiment. Alors c'est très compliqué, comme beaucoup de projets entrepreneuriaux. On est dans un mix entre surfer sur un besoin existant, celui de la lumière naturelle dans le bâtiment. Là, typiquement, à notre gauche, on a une espèce de patio intérieur-extérieur, qui a cette vocation de faire rentrer de la lumière naturelle dans ce sous-sol. Bon, ben, c'est un besoin existant, et puis sur un besoin qu'on est en train de créer, parce qu'il y a des espaces qui n'ont pas d'accès à la lumière naturelle, et on est en train d'expliquer au monde que si on paye un certain prix, on est capable de prendre la lumière sur le toit du bâtiment et de l'amener dans le sous-sol. D'un point de vue historique de la société, on a eu beaucoup de chance, au sens où on a créé la société à la fin de nos études, et du coup on avait encore la possibilité d'être supporté par l'école des ponts, ce qui fait que typiquement j'ai pu faire mon stage de fin d'études sur le sujet de ma création d'entreprise. Donc en particulier, c'était un stage de fin d'études optiques pour un ingénieur des ponts, c'est assez atypique, mais c'est des choses qui arrivent. Et puis j'ai pu bénéficier d'un accompagnement qui est fait par un incubateur à côté de l'école. On a pris à peu près, grosso modo, la création de la société s'est faite fin 2012. On l'a faite avec quelque chose comme 20 000 €. Pour une société qui a vocation à être industrielle, c'est très peu. On a fait rentrer l'argent de nos familles en février 2013. Je pense que décrire l'histoire financière de notre boîte, c'est quelque chose qui permet d'en comprendre le schéma et la construction, parce qu'à chaque fois, c'est un petit peu d'argent rentre pour apporter des preuves, pour faire re-rentrer de l'argent, jusqu'à, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, mais c'est le début. Donc en 2013, on a fait rentrer à peu près 40 000 € de nos familles. Vous voyez, donc des sommes qui sont faibles encore pour une société dont on est convaincu que pour la mettre sur une lancée de start-up, il faut plus d'1 million €. Donc on est quand même mais ça nous a permis de lever une première subvention, ça nous a permis avec cette subvention de monter un proto, de recruter quelques stagiaires pour entourer l'équipe, de s'associer à cette troisième personne pour commencer à explorer le marché, parce que c'est bien beau d'avoir une idée technique, mais l'idée c'est quand même de se dire est-ce qu'on va arriver à la vendre à quelqu'un. Et donc très tôt on allait explorer le marché, et notamment une de nos preuves de la qualification du marché, c'est que après 6 mois de collaboration avec cette troisième associée, on a tranché et on a décidé de créer la boîte ensemble. C'était évident. Au début, c'est du travail bénévole, et puis à la fin, quand vous avez quelqu'un qui sort de 12 ans d'expérience dans la finance et qui quitte une situation extrêmement bien rémunérée, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, ça met en confiance. On a fait une autre petite levée de fonds courant 2013 auprès de Business Angel, et ça nous a permis de finir l'année 2013, grosso modo, avec un budget global, si on compte tout l'argent qu'on a réussi à récupérer en termes de subventions, de prêts d'honneur, parce qu'on a bénéficié de prêts d'honneur, et d'entrée au capital, d'un budget à peu près de 350 000 € pour faire l'ensemble de l'année 2013 et le début de l'année 2014. Avec cette somme-là, grosso modo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prouvé qu'on savait monter un programme de recherche, parce que concrètement, la vocation de notre boîte, c'est de faire de la recherche et de vendre des protos et des pré-séries jusqu'à ce qu'on tombe sur le prix du marché.
Et le prix du marché, on l'atteindra courant 2016, grosso modo, et on se dit qu'en 2016, les éléments qu'on vendra seront au prix du marché, et que tous ceux qui achètent en avance achètent une part de la lumière naturelle et une part, le côté early adopter, prêt à acheter de l'innovation et prêt à être les premiers à être sur une nouvelle technologie. Donc on a monté une preuve de concept début 2013, un prototype viable, c'est-à-dire un système complet qui transporte la lumière qu'on pourrait presque installer chez un client en août 2013. On a trouvé un client facile, c'est-à-dire qu'il s'est présenté comme tel en disant j'ai envie de vous aider et j'aime votre technologie, je pense que vous avez besoin d'un accès facile au marché et plutôt que vous donner de l'argent, ben, je vous offre le fait d'être votre premier client. Donc ce client facile, c'est quelqu'un qui était dans la démarche, je dis quelqu'un mais c'est un énorme groupe, qui était dans la démarche de penser l'innovation dans son métier, c'est le groupe CETEC, et donc on a équipé un des locaux de CETEC avec notre système en y mettant tout notre savoir-faire. Et on a eu la chance d'avoir ce premier client qui a été à la fois bienveillant, tolérant vis-à-vis des difficultés, parce que je peux vous dire qu'on arrivait sur le chantier avec une platine épaisse comme ça, en se disant on va la percer à la perceuse, la platine est en acier épaisse de 20 mm. Heureusement que l'architecte qui nous accompagnait sur ce projet nous a dit écoute, tiens, un ami là-bas, je vais lui envoyer, il va te la percer au chalumeau, ça sera plus vite fait. Donc une entreprise très bienveillante, on a fait notre installation, ça a été super. Et on a apporté une preuve qui a été extrêmement importante pour nous, c'est qu'en octobre 2013, on a fait un chantier. Alors le chantier nous a pris une semaine, aujourd'hui j'estime que pour installer un système il nous faut 2 jours, et j'estime que fin 2015 il nous faudra une demi-journée. Mais ça nous a pris une semaine, et en une semaine on a installé un système, et à la fin on a prouvé que, alors que c'était un proto, enfin un pilote, c'est comme ça qu'on les appelle, qu'on était à peine 30% plus cher que ce qu'on anticipait de faire la pré-série. On a été ultra fiers d'avoir sorti un pilote, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment rien à faire pour sortir le vrai prix de ce qu'on pensait vendre. Donc on a fini notre année 2013 là-dessus, donc un succès technologique et un début d'ouverture de marché, grosso modo. De septembre à janvier 2013, on a commencé à regarder nos clients, commencé à communiquer. Il y a beaucoup de façons de communiquer quand on est une start-up. Nous, notre chance, c'est que notre technologie elle est extrêmement visuelle. C'est-à-dire que là, cette année, on a été filmé 2 fois sur Télématin, parce qu'à la rubrique innovation, c'est génial. Il y a un système qui prend la lumière, qui la transporte, on montre une fibre optique, on joue avec, on a nos lentilles de Fresnel. Enfin, c'est extrêmement... Enfin, voilà, on a la chance, c'est visuel, c'est nouveau, et ça touche tout le monde. Donc ça permet d'être télévisuel. Ça, c'est une partie chance qu'on a. Après, je pense que chaque projet peut essayer de chercher justement comment la relation avec la presse peut l'aider à sortir et à prouver qu'on est innovant et qu'on est un petit peu qu'on est parmi les projets qui méritent d'être pointés du doigt. Nous, ça nous a beaucoup aidé d'être pointés du doigt justement parce que nos clients arrivent, il y a beaucoup de gens qui sont chargés d'identifier les innovations dans les grands groupes, dans les plus petits groupes, ou des gens qui le font pour le loisir. Ça nous arrivait d'avoir des PME qui nous contactent parce qu'il y a des gens dans les PME qui sont des technophiles et qui découvrent ça et qui se disent ah ben tiens. Donc ça vaut la peine de prendre le temps parce que les clients arrivent, alors je ne vais pas dire tout seul, mais ça permet d'avoir un premier contact avec son client, sachant que nous on est sur un marché extrêmement complexe. Pour vous dire que le marché de la construction, c'est un marché qui est assez emmêlé de tous les côtés. Donc on a bien compris qu'il fallait passer par la prescription, mais lister l'ensemble des prescripteurs et l'ensemble des différents projets sur lesquels ils peuvent travailler, du coup c'est bien plus compliqué. Et ensuite, on a un produit qui se positionne sur un marché, qui est la lumière du jour, la lumière naturelle, sur lesquels personne n'est capable de le qualifier, personne n'a d'indicateur pour le qualifier, personne ne sait pourquoi on le paye. C'est-à-dire que les gens pensent communiquement qu'une fenêtre, c'est gratuit. Une façade vitrée, ça coûte 1 200 € par mètre carré de façade vitrée. C'est un prix, concrètement, et ainsi de suite. Donc on a dû démêler ça. Le but, c'est pas de se faire un discours commercial, c'est surtout de se dire à quel endroit je vais me positionner dans ma stratégie. Bon, tout ça, ça a été le début de 2014. Je vous parlais aussi de communication. Il y a des concours de start-up qui se posent. Nous, on a utilisé ces concours comme étant des tremplins, justement pour être pointés du doigt, comme je vous disais. C'est des tremplins parce que ça donne un gage de qualité. Vos clients, vos investisseurs
en tout cas les nôtres, dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent avoir confiance en des jeunes gens de 26 ans qui ont une boîte qui fait 3 personnes plus 4 stagiaires. Enfin, on connaît tout ça, c'est très très dur de donner cette confiance. Et en fait, les concours, ce sont des groupes de spécialistes qui se réunissent entre eux. Donc, en plus, en général, c'est des spécialistes de votre métier. Donc ça vous permet de vous faire identifier auprès de spécialistes de votre métier, ce qui est pas mal. Je ne dis pas qu'il faut trop en faire, hein. Il faut en faire quelques-uns, les cibler dans votre spécialité. Mais ça permet, si vous êtes parmi les finalistes, il suffit d'être parmi les finalistes, de vous faire référencer par les gens qui identifient les innovations dans votre secteur. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup servi. Alors en plus, cette année, on a eu une chance incroyable parce qu'on a remporté deux gros concours, notamment le concours EDF Pulse. Donc là, en plus, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que des fois, on a de la chance. Donc ça, il faut le reconnaître, ça peut arriver, mais disons que ne serait-ce que de faire partie des finalistes, ça permet d'être pointé du doigt et c'est quelque chose qu'il faut faire. Peut-être faire, moi je dirais que faire 3 concours dans l'année, c'est une bonne chose, et de se renseigner là-dessus. Je finis notre histoire. On a connu une passe financière très compliquée. Vous imaginez quand on arrivait à la fin de notre enveloppe. Donc on était en train de chercher des fonds. Ça a été compliqué parce qu'on a cru faire une levée de fonds en décembre à peu près, et puis ça a capoté. Et finalement, on a réussi à en faire une en juin, début juin. Donc ça a été très compliqué. Et la levée de fonds s'est précipitée sur la fin, justement parce qu'on a eu la chance d'avoir un peu de notoriété par les concours et que ça a décidé nos investisseurs de se dire peut-être que si EDF les pointe du doigt, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, donc ça, on a eu cette chance-là. Si vous voulez en discuter plus précisément, on pourra en parler, mais on a réussi à lever quelque chose comme 450 000 € en juin. Et là, d'un coup, on souffle, on se met à recruter du monde. Les banques nous font confiance. On a réussi, alors les banques et la BPI, on a réussi par-dessus cette levée de fonds à faire quasiment 250 000 € de dette bancaire. Donc ça grossit l'ensemble et ça permet de se dire quel est notre prochain jalon. Notre prochain jalon aujourd'hui, déjà, c'est d'avoir. On a fini par définir notre métier, ça a été très compliqué, mais grosso modo, j'ai défini le métier d'EQI cet été. Le métier d'EQI, c'est d'être fournisseur de matériel pour le bâtiment. Donc ça, c'est un vrai positionnement, c'est-à-dire qu'on a besoin d'installateurs, c'est pas nous, on a besoin de producteurs, c'est pas nous, et ainsi de suite. Ça nous a permis de recruter, et l'objectif, c'est de finir l'année avec un peu de chiffre d'affaires. On devrait finir avec 100 000 € si tout se passe bien. De former une équipe commerciale qui crée un pipe commercial sur toute l'année 2015 et de se dire on a encore besoin d'une levée de fonds, c'est une levée de fonds qui fera 1 million d'euros, peut-être un peu plus, à la mi-2015, et qui servira à nous propulser sur un seuil de rentabilité à partir de 2016. Cette levée de fonds, on sait très bien à quoi elle sert. On a la moitié pour de la commercialisation, la moitié pour du développement R&D. Je vous ai parlé d'un produit qui sera viable en 2016, il faut le financer. Enfin, viable économiquement par rapport au marché. Il est déjà viable. Et pour arriver à faire cette levée de fonds qui est quand même importante, il faut apporter certaines preuves. Et les preuves, c'est notamment un partenariat qu'on a réussi à monter avec Philips très tôt, donc un géant de l'éclairage, des clients qui sont des grands comptes, puisqu'on a 3 clients grands comptes. Parmi eux, je citerai par exemple le CEA, Centre de l'énergie atomique, qui nous achète un système. Et puis un pipe commercial qu'on est en train de remplir sur des projets qui vont de 2015 à 2020. Parce que dans la construction, parfois, on se place super bien sur un projet qui fera du chiffre d'affaires en 2020. Voilà. Je pense que je vous ai retracé à peu près toute l'histoire de la boîte. Enfin, après, la suite reste à écrire. Donc je conclurai en disant que si aujourd'hui on a la chance d'être là où on est, parce que c'est vraiment une chance, le moment où on en est, c'est vraiment une chance, c'est-à-dire qu'on est vraiment à un moment où on souffle et on déroule un business plan qu'on avait écrit précédemment. C'est beaucoup grâce à nos partenaires, aux gens qui se sont bougés derrière nous de façon plus ou moins bénévole, pour nous accompagner en disant je crois à votre projet, je viens avec vous. Super, merci. Je peux rester là, ils vont mitrailler avec les questions et on te garde encore 5 minutes. Bon, pourquoi EQI
Peux-tu nous dire pourquoi tu as appelé ta société Eki? Alors ça c'est... Tu peux répéter la question pour d'accord. nos amis. Pour les internautes. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a appelé Eki? Alors ça c'est le hasard de la vie. Il y a 3 ans, d'accord, on savait pas encore, on n'était pas encore tout à fait décidé, est-ce qu'on crée la boîte, est-ce qu'on crée pas la boîte, etc. Enfin, comme tout le monde. Et il nous fallait un nom, parce que le premier nom était absolument ridicule, je le citerai pas. Mais au début, c'était vraiment un nom pour s'amuser. Mais il nous fallait un nom, parce qu'on a besoin d'avoir un nom. Et donc, on a été au plus simple. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? La technologie qu'on fait, en anglais, s'appelle Hybrid Lighting. Donc on l'a traduit en français, ça fait éclairage hybride. Et puis ensuite, on a pris les deux initiales à chaque fois. Et donc ça fait éclairage hybride. Donc, Eki. Et après, le nom est court. Le nom est court, très peu utilisé, en fait. C'est-à-dire que vous tapez Eki sur Internet, vous tombez sur nous et des Japonais. Des jeunes filles japonaises. C'est un groupe de chanteurs. Donc, c'est un nom qui est pratique. C'est assez rare de trouver des noms en 4 lettres que personne n'a jamais utilisé dans le monde. Peut-être que ça pourrait être utile de rajouter la tagline en dessous, éclairage hybride, et du coup ça fait un moyen mnémotechnique pour le... Alors, pour la partie... non, finalement, on a changé. Notre tagline, c'est « Connectez-vous au soleil ». Voilà, c'est ça de s'associer à une multi-entrepreneuse, c'est que... Et ça me fait tout de suite penser à un truc, vous n'avez pas pensé à un positionnement santé? Parce que moi quand je pense éclairage naturel, lumière soleil, je pense à plein de gens qui ont des problèmes de dépression durant l'hiver. Il y a un marché naturel, c'est la Finlande, vous pourriez cartonner. Non mais enfin... La question c'est, est-ce qu'on a pensé à un marché santé et dire la lumière c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, ça lutte contre la dépression hivernale, la dépression, je pense qu'en plus, non, mais voilà le monsieur qui est en face de moi. Dans un souci de bien-être en entreprise et mon avis, ça pourrait carrément marcher. Moi, je connais des gens que je faisais dans un grand groupe qui avaient des lampes à luminothérapie devant leur bureau pour passer l'hiver. Donc du coup, par rapport à cette notion de luminothérapie, de santé, notre produit il a un défaut. C'est qu'on ne sait pas faire un système à moins de 15 000 € et notre système moyen il est plutôt à 25 000. Donc on est sur des niveaux d'investissement. On est sur des niveaux d'investissement qui sont assez élevés. Mais ça, c'est pour éclairer une pièce? C'est pas pour éclairer une pièce, en fait, notre système il s'achète, c'est le système qui se place en toiture. Oui. Je peux pas dire truc à la tête. D'accord. C'est pas techno. C'est le système qui se place en toiture qui va coûter minimum 15 000 et en général on est plutôt dans les 25 000 €. Non mais aujourd'hui, dans 5 ans, vous serez à 5-6 000 €. Dans 5 ans, on sera à 25 000 € et on éclairera encore plus de surface. Mais il y a un investissement initial par rapport à la toiture. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que concrètement, taper sur des budgets santé qui sont prêts à mettre 25 000 €, c'est très élevé. L'autre côté, c'est que notre façon d'aborder le marché, c'est de dire oui, on est très très bon pour la santé. C'est comme ça qu'on va justifier. Vous avez un boulevard, je pense. On a un boulevard, mais notre boulevard, on passe quand même par la chaîne de construction du bâtiment. On intervient pour justifier les investissements aussi importants. On intervient au moment où il y a des investissements dans le bâtiment. Vous voyez? Et donc, quand un hôpital nous achète, on n'est pas dans son budget santé. Vous voyez? Puisqu'on est dans son budget investissement dans les murs de l'hôpital. Et on est dans le budget de, si un hôpital il est beau, si un hôpital il a beaucoup de fenêtres, des gens qui arrivent plus vite, et l'hôpital a une meilleure image. Si votre hôpital c'est un HLM sur pattes, les gens ils sont pas très heureux de venir. Vous voyez, on est vraiment dans cette notion-là, mais on reste dans les budgets de construction. Vous lanciez dans des études en disant, voilà, quand les gens viennent dans tel hôpital, ils repartent au bout de 3 jours, donc la santé fait autant d'économies. Il y a plein de choses à démontrer, mais... il y a beaucoup de choses à démontrer. Il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Hein. Vraiment, je suis un convaincu là-dessus. Il y a des études qui prouvent que les étudiants mémorisent 30% plus, que les travailleurs ont 50% de moins d'absentéisme, que vous avez les centres, mais que les espaces commerciaux vendent plus. Maintenant, allez voir un patron en lui expliquant qu'il va gagner 20% de rentabilité de ses employés avec cette lumière, il ne vous achètera pas. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Pas du tout d'accord avec vous. Ah ben moi je ne l'ai pas trouvé. C'est subjectif. Monsieur Carnot, vous voulez gagner en rentabilité, vous voulez gagner en santé, vous voulez réduire. Si vous n'avez pas bien positionné votre produit pour l'instant, mais à mon avis c'est un argument qui peut marcher. Cet argument il est en plein dans mon business plan. Mais il est dans mon marketing.
Il y a un problème d'investissement. Je voudrais recentrer parce que l'objectif de la présentation, c'est aussi créer de l'inspiration et de s'inspirer de l'expérience de Eki en soi. Et je voudrais faire un petit zoom sur la partie où vous étiez en galère, où les fonds commencent à être rares, où il fallait quand même... parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un concept aussi novateur, de réussir autant de contraintes, de réussir autant de concours. Et quel est le conseil? Comment vous en êtes sorti sur cette période un peu de galère? Et qu'est-ce qu'une personne qui est dans cette situation devrait faire pour s'en inspirer? Alors déjà, un premier message, c'est qu'il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, il faut connaître ses limites. Alors c'est important de se poser une deadline, je pense. Mais quand je dis qu'il faut s'accrocher, c'est que après la levée de fonds, vous voyez, nous on a tout décalé de 6 mois concrètement pour survivre. Il y avait des plans de recherche qu'on devait mettre en place. Il n'y a pas de fonds, on les met pas en place. Donc on se concentre sur les organes vitaux de la société. Les points vitaux, c'est ramener du marché, c'est réaliser les projets qu'on a en cours, c'est donc honorer ses contrats. Donc vraiment, on a vraiment centré notre activité là-dessus. On a, ce qu'on peut dire, gelé les embauches, on n'a pas embauché, c'est clair. On avait un niveau de salaire qui était très bas dès le début. Donc clairement, on a maintenu les salaires bas et on a expliqué aux gens avec qui on travaillait le pourquoi du comment et on a travaillé sur la motivation de on est ensemble et on avance ensemble. Donc ça c'est un vrai point. Mais ce qu'il faut se dire... Le niveau de salaire bas. Je réponds juste après à la question qu'est-ce que ça veut dire niveau de salaire bas. Mais ce que je veux dire c'est que en serrant la ceinture pendant 6 mois, on a fait prendre grosso modo sur certains points du retard à notre business plan et puis d'autres il a avancé. Mais le fait est qu'en serrant la ceinture pendant 6 mois, on a gagné 3 mois de trésorerie sur le business plan suivant. Et ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'on se serre la ceinture, mais c'est pas pour rien. Et on le gagne après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'estime que j'ai besoin de faire ma levée de fonds en juin, à peu près en juin 2015. Eh bien, avant de faire ma levée de fonds, j'estimais qu'il fallait que je la fasse plutôt vers mars. Donc j'ai quand même gagné ce délai-là en serrant la ceinture à un moment où l'entreprise elle-même coûtait moins cher. Donc il y a un certain retour de fortune en serrant la ceinture. Et en revanche, quand je dis qu'il faut centrer sur les organes vitaux, c'est qu'il faut être conscient de qu'est-ce qui est capable de redéclencher l'avancement de la boîte. Et en l'occurrence, chez nous, le vrai facteur déclencheur, c'était d'avoir un investissement capital. On n'avait pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de possibilité de réaliser de dette. On n'avait aucune possibilité de faire du chiffre d'affaires à court terme. Donc, on a pris le temps de se regarder entre associés et on s'est dit, écoutez, là, il faut qu'on concentre tout pour arriver à faire une levée de fonds dans les 4 mois qui suivent, ou alors en fait, soit si c'est pas dans les 4 mois, en 6 mois, il y a la boîte close. Donc, et on concentre tous les objectifs sur qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une levée de fonds. Il faut mettre de bons indicateurs. Il faut prendre le temps de démarcher les fonds d'investissement et les business angels. Il faut envisager d'ouvrir son point de vue. Enfin là, en l'occurrence, on était en recherche de fonds, donc on a ouvert notre point de vue. On s'est aussi un petit peu tourné, parce qu'on avait déjà quelques actionnaires, donc on s'est tourné vers nos actionnaires qui nous ont expliqué concrètement qu'eux seraient capables de mettre 150 000 € si on était suivi par ailleurs. Donc c'est pas une somme, on avait besoin de 400 000, mais 150 000 c'est déjà pas mal, mais si vous mettez 550 000 alors qu'on a besoin de 400 000, ça veut juste dire que vous décalez de 3 mois la faillite de la boîte. Donc il y a quand même un moment où il y a... Donc on a eu ce message, et puis on a été, à partir de ce point qui est quand même assez fort, de dire bon, on n'a plus que besoin de 250 000. Et honnêtement, pendant une période qui a duré quasiment 6 mois, c'est-à-dire de janvier à juin 2014, j'ai consacré les 3 quarts de mon temps à ma levée de fonds. Et le quart qui restait, je le consacrais à faire en sorte de faire avancer les indicateurs qui permettent de faire réaliser une levée de fonds. Ces indicateurs-là, c'est un pipe commercial, en l'occurrence. C'était important de faire grossir un pipe commercial. Donc typiquement, c'est je fais rentrer, je prospecte des clients, et j'insiste sur la prospection de clients, parce que je sais que c'est pas en améliorant de 50% le rendement de mon produit que j'arriverai à débloquer ma levée de fonds. C'est en apportant un pipe commercial plein à mes investisseurs. Les 50% de produits, ils m'ont déjà fait confiance par rapport à ce que j'ai réussi à faire avec la BPI. Donc il faut prendre le temps de se regarder. Bon, il y avait une question qui est très dure à répondre. Qu'est-ce que ça veut dire un niveau de salaire bas? Ça dépend dans quel pays.
Tout dépend dans quel pays. Nous, grosso modo, c'était quasiment tout collé au niveau du SMIC. D'accord? C'est-à-dire que les fondateurs, il y en avait 2 sur 3 qui vivaient avec le SMIC, la 3e qui vivait sans argent, enfin sur ses fonds propres. Et les employés, bah, ils n'en étaient pas très bien. C'est hyper important d'avoir d'être conscient qu'à un moment, on doit leur rendre. Voilà. Et il y a une relation d'honnêteté qui s'est créée entre nous et nos employés. Et moi, aujourd'hui, quand je parle aux 2 personnes qui travaillaient pour nous à ce moment-là, qui travaillent encore pour nous, quand je leur dis « et qui ?», je leur dis « c'est votre boîte ». Parce que vu ce qu'ils ont donné à la boîte, certes, ils n'ont pas encore de part, mais aujourd'hui, ils ont leur mot à dire quand on fait des embauches. Et ça, c'est un retour d'honnêteté parce que, pour simplement donner l'exemple, Aurélie a fait son stage de fin d'études chez nous. D'accord ? À la fin de son stage de fin d'études, sa question, c'était pas j'ai telle prétention salariale. C'est dis-moi à quel moment tu auras l'argent pour m'embaucher. Donc, ce sont des gens qui croient au projet depuis le début, qu'on a su motiver, qu'on a su récompenser systématiquement, avec qui on a su partager les gloires de la boîte. Parce que des gloires, on en a eu. Et ce qui est important, c'est, là, je vous parle d'Aurélie, mais on en a un deuxième qui s'appelle Florentin et qui est tout aussi extraordinaire. Mais là, aujourd'hui, il était question d'aller prospecter le Japon, et on avait besoin d'envoyer un commercial, un ingénieur. Je ne me suis pas réservé la place pour partir au Japon, j'ai envoyé Aurélie. Il a largement les compétences de faire le voyage, et c'est un juste retour de se dire, voilà, il y a un moment, on donne à la boîte et on récupère. Donc voilà. Après, chaque société a sa capacité de maintenir les niveaux de salaire. On a une autre chance quand même, c'est que on est une start-up innovante. Et dans les startups innovantes, les subventions financent les salaires. Donc, sur un SMIC parti un fondateur, vous en avez la moitié qui est financée par une subvention, fait que ça coûte 700 € à une entreprise. Donc, c'est pas un poids hyper lourd sur la société. Je sais pas si j'ai bien répondu à Super, ça. super. Enfin, après, c'est dur. Hein. Clairement, c'est un moment dur, on stresse tous les jours, on regarde les comptes, on se pose des questions. Si je peux avoir un autre conseil, alors moi, j'ai une chance personnelle, c'est que j'ai un papa qui a fait faillite plusieurs fois. Donc concrètement, c'est pas quelque chose dont j'ai peur. On peut s'en sortir. Il faut faire les choses bien, du début à la fin. Il faut être droit dans ses bottes. Donc ça veut dire avoir une compta propre, ne jamais avoir fait de choses un peu bizarres dans ses comptes, et être capable de justifier chacune des dépenses que vous avez faites pendant votre. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent, une faillite dans une boîte. Donc il faut la regarder. Il faut être capable de la regarder en face, et je pense que ce qui est important, c'est de dire à quel moment j'ai une limite. C'est se figer une limite personnelle. J'ai une question sur la propriété industrielle. Enfin, c'est très très compliqué. Quand on lance un produit industriel, il y a beaucoup de concurrents potentiels. Bon, alors comment ça se passe? Vous avez déposé des brevets ou comment? Internationaux? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, et vous utilisez aussi les technologies qui sont brevetées, je ne sais pas, la fibre ou Alors, déjà, il faut un élément très simple, c'est que les technologies qui sont brevetées, vous les achetez. Oui. Donc, c'est dans le prix d'achat. D'accord. Par exemple, la fibre optique, certes, c'est breveté, mais je l'achète, elle est mise en forme, donc j'ai déjà payé pour elle. J'ai pas besoin. Il n'y a que quand quand on a une vraie usine de production qu'on se pose la question de produire des brevets. Mais tant qu'on rachète à quelqu'un, ça se passe bien, c'est lui qui se débrouille. C'est hyper important quand on se lance dans la technologie de se renseigner sur qu'est-ce que c'est un brevet, qu'est-ce qui est brevetable, pourquoi c'est brevetable. Tout simplement parce qu'on fait du développement et que souvent on oublie de se dire ah mais tiens ça c'est brevetable, il faut que je... Alors quand un truc on se dit qu'il est brevetable, il y a, je le vulgarise mais il y a 3 points à identifier. Est-ce que c'est nouveau, est-ce que l'homme de l'art y aurait pensé, et est-ce que ça a une portée industrialisable. Le dernier c'est une formule de maths, ça peut être nouveau et personne n'y aurait pensé, ça n'est pas porté. Bon, vous avez ces 3 points là. Donc quand vous rencontrez un sujet et vous dites ça peut être brevetable, la première chose à faire, et c'est une compétence à acquérir, c'est qu'il faut être capable d'aller chercher dans une base de données de brevets. Ça, c'est des bases de données qui sont gratuites sur Internet, il y a quelques mots-clés, c'est comme du Google, mais ça s'appelle EspaceNet, vous allez sur le site de l'INPI, donc inpi.fr, vous cherchez le lien EspaceNet pour chercher des brevets, et vous avez une base de données de brevets, et là, vous êtes comme dans une bibliothèque, vous tapez des mots-clés, vous trouvez des brevets. Je pense que ce procédé-là, c'est clair, c'est vous-même, et qui, qu'est-ce que vous avez fait? On fait ça. Ah oui, d'accord. On fait ce procédé-là. Alors d'abord, on s'est formé. Je vous expliquerai après comment on s'est formé. Mais c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est lié, on cherche. Soit on trouve un brevet qui en parle et on cherche à savoir est-ce que le brevet il vaut quelque chose ou est-ce qu'il me bloque par rapport à ce que je voulais faire.
Soit on se dit, ah ben il n'y a rien et j'ai bien les 3 cases, donc je réfléchis à est-ce que je dépose un brevet. Ensuite, un brevet, ce que ça coûte, si je le vulgarise, c'est 5 000 € pour la rédaction initiale. Puis après, un an après, pour une start-up, hein. Après on peut modifier les trucs, mais un an après, 5 000 € pour passer en procédure PCT, donc pour gagner encore un délai. Et ensuite, encore un an après, là, il faut payer par région. Donc c'est 5 000 € pour l'Europe, et puis 5 000 € à peu près par région, en vulgarisant, donc 5 000 € pour Études Canada, 5 000 €. Donc il faut s'attendre après 2 ans à sortir entre 20 et 40 000 € si on veut un brevet un peu large. Ça, c'est ce que ça coûte. One shot ou par an? Non. Non, c'est one shot. Et après, on paye plus que l'entretien. Parce que ce qui coûte cher, c'est qu'il y a des traductions, il y a des réécritures, il y a des dialogues avec les organismes. Un brevet, si vous voulez l'écrire tout seul et le déposer en France, d'accord, ça coûte 300 € de taxes, plus 15 € par an pendant les 5 premières années. Il ne vaudra pas grand-chose, probablement. Ça, c'est pas dit. Vous pouvez très bien écrire un brevet, vous êtes ingénieur. Et il ne faut pas chercher dans les bases de données, vous en trouverez des qui sont écrits à la main. Oui. Donc, après, à voir, moi je recommence, quand vous y mettez... Alors, la question, ils ne vaudront pas grand-chose, c'est que derrière, moi je travaille dans l'investissement de toute façon. Donc, me dire, est-ce que j'aurais été capable d'écrire un brevet? Je ne pense pas. Je pense que ça prend beaucoup de temps, je pense qu'il faut beaucoup de se cultiver. Mais je pense que j'aurais pu écrire un brevet qui vaut à peu près la moitié de celui au niveau... Parce que ce qu'on perd en écrivant soi-même son brevet, c'est qu'on oublie de l'élargir. On oublie de se dire, ah tiens, mon brevet marche avec de la fibre optique, mais je pourrais mettre aussi des puces électroniques qui font que ça marche avec du photovoltaïque. Vous voyez, ce genre de choses. Donc on oublie de l'élargir, alors que quand on a un conseil, on pense à une très très large. Mais concrètement, le vrai problème, c'est que si vous voulez faire rentrer des gens en capital, une des valeurs, un des actifs de votre société, c'est le brevet, et si vous affichez pas qu'il y a quelqu'un de pro qui l'écrit, on va vous prendre pour un peintre. Il y a quand même une vraie... Donc à un moment, ça vaut le coup de payer les 5 premiers 1 000 € et de réfléchir à la stratégie. Alors moi, comment je me suis formé? Je pense que c'est quelque chose d'hyper important. J'ai un très très bon cabinet de conseil, donc je ne vais pas faire de pub à la télé, mais vous avez ma carte et vous pouvez me le demander. Quand je dis qu'il est très bon, c'est que le premier jour, ils ont pris 2 heures pour me dire voici ce que c'est un brevet. Donc pendant 2 heures, j'ai eu de la formation, avant même qu'on signe quoi que ce soit, avant même qu'on décide de rédiger un brevet ensemble. Et moi, j'ai acheté mon brevet, ma rédaction de brevet auprès d'eux quasiment 6 mois après. Donc j'ai un très très bon cabinet de conseil pour le brevet actuel. Pour le brevet. Pour le brevet. Ah non, j'ai jamais payé la formation. Oui. Et eux ont une autre chose qui est très agréable, c'est qu'ils font au forfait. C'est-à-dire que moi, ils me font, alors ils travaillent par forfait, mais grosso modo, je vous ai dit une enveloppe de 5 000 €. Après, c'est à modeler en fonction de la difficulté de réaction, le nombre de... Mais ce que ça permet, c'est que ça comprend la rédaction du brevet. Et il ne faut pas oublier qu'après 8 mois, on a une lettre de réponse à fournir à l'INPI, ou à l'organisme européen des brevets plutôt, où on a un retour. En fait, vous déposez un brevet, vous faites une demande de dépôt, 8 mois après, il y a quelqu'un qui vous répond en disant c'est tel truc, je ne suis pas tout à fait sûr sur l'innovation, etc. Et donc vous avez la marge de manœuvre pour lui répondre. Donc, à ce moment-là, c'est très agréable de ne pas avoir la mauvaise surprise de dire ah ben il faut encore ressortir une lettre de réponse parce qu'un cabinet de pays ça coûte 300 € de l'heure. C'est dans le forfait. Donc c'est dans le forfait, ça fait partie du travail. Enfin, bon, c'est très agréable, c'est le côté on sait parler à des entrepreneurs alors que les autres sont plutôt dans le comportement de bureau d'avocat. Moi j'ai eu plusieurs soucis de pays. J'ai eu un concurrent par un message indirect qui m'arrive, quelqu'un qui me dit que mon concurrent est au courant, qu'il est en train de et qu'il a l'intention de me faire un procès pour vol de propriété intellectuelle. Bon, mon cabinet de pays a pris 2 heures pour en parler avec moi, pour me dire attention, non, méfiez-vous, c'est même pas la peine d'y répondre. Vraiment les choses et les attitudes avant. Donc je pense que ça c'est très important, faites-vous bien entourer là-dessus. Bon alors il y a celui-là, il y en a d'autres, hein. J'ai eu la chance d'en avoir un bien dès le début. On voulait le conseiller? Il m'a été conseillé par mon père. D'accord. Et donc maintenant, la société a combien de brevets internationaux, on va dire? Alors, aujourd'hui, la société a 0 brevet international. Ah d'accord. Simplement parce que c'est trop tôt. Mon premier, la société a un brevet déposé. D'accord. Et la société a 2 brevets sous le coude qui sont développés, quasiment rédigés, ou même rédigés d'ailleurs, mais pas déposés. Parce que ça peut être une stratégie de dépôt, d'attente. Vu le prix que ça coûte, il y a un moment, on se dit à quel moment je vais pouvoir industrialiser mon truc, et on déposera le brevet en se disant j'ai une longueur d'avance. Alors ce qu'on a quand même protégé, c'est l'antériorité. Il y a un système qui s'appelle l'enveloppe solo. Oui, d'accord.
un IP qui vous protège l'antériorité. C'est-à-dire que si par malchance, il y a un Américain qui fait la même chose, bah, au moins j'aurai le droit d'exploiter sans avoir à payer. Et en plus, c'est lui qui paiera la protection mondiale et on sera juste à partager. Donc ça se joue, hein, c'est des stratégies par rapport au budget qu'on a. Hein. J'en ai ensuite un autre actuellement que je suis en train de préparer. Et je ne sais pas encore si c'est profitable ou pas. Donc, je suis en train de creuser. Donc c'est une invention qu'on a eue récemment et qu'on est en train de faire boucler. Un petit conseil au passage. Je vais donner mon cabinet de pays. Il faut systématiquement, c'est une recommandation, donner une prime à l'inventeur. Le brevet, vous pouvez le déposer au nom de la société, mais mettez les noms de vos inventeurs, parce qu'ils le méritent, tout simplement. Et la prime communément admise, c'est 1 000 € pour un brevet. Après, si le gars a contribué, alors communément admis, vous pouvez récompenser plus, et si vous êtes capable de donner 5 000, il faut donner 5 000. Hein. Mais grosso modo, c'est ce qui est admis pour éviter d'avoir un retour de bâton par un inventeur qui dit oui, mais j'ai pas été récompensé pour ça, machin. Donc le fait de donner une prime permet de fortifier le fait que le brevet appartient à la société. Et puis ça met tout le monde d'accord, c'est le job de l'inventeur d'inventer. Mais le premier brevet, c'est toi qui l'as inventé, en fait. Ça vient de tes recherches. Oui. Donc, et celui-là, il est à quel nom? Parce que tu aurais dû le... Au nom de la société. Waouh. C'est généreux. Non, je suis pas d'accord. J'ai des investisseurs, j'ai des actionnaires, c'est de l'honnêteté vis-à-vis des actionnaires, ils achètent un truc. Mais ça a été valorisé, ça? Ça peut être un apport aux sociétés. Bah oui, c'est sa société. À la fin, le deal que vous faites avec vos la actionnaires. participation à la société, donc ça vaut tant d'actions. Oui, mais moi aujourd'hui, j'ai ma part de la société. Ouais, c'est-à-dire que moi, quand je fais rentrer des actionnaires dans une société, je les fais rentrer dans une société qui a un potentiel de marché, qui a un brevet, qui a une valeur. Qui a une valeur. Et donc, elle aurait moins de valeur si elle n'avait pas le brevet. Mais qu'aujourd'hui, les 3 actionnaires que vous êtes, peut-être d'autres avec... On a 3 fondateurs, plus quelques business angels. Enfin, il y a quand même beaucoup de... Quelle dilution, la dilution, enfin, quel est là maintenant le contrôle? Alors, je reviens juste sur la partie brevet dans l'entreprise, hors de l'entreprise. Parce que c'est pour ça que je pense que c'est hyper important. Le risque d'avoir le brevet dans l'entreprise, c'est que si l'entreprise fait faillite, c'est fini. Et c'est pour ça que ça peut se justifier de mettre le brevet dans une holding à côté, comme ça, la holding entretient le brevet, l'entreprise paye les trucs de la holding, mais on peut sauver les brevets sans perdre et perdre la société. Je sais pas le lien. Parce que si vous feriez faillite alors que le brevet est dans la société... Bon, vous faites faillite alors que le brevet est dans la société. Éventuellement le vendre. Il faut le vendre, mais vous faites des choses à tous les créanciers. Vous n'êtes pas pas libre de l'utiliser. l'utiliser. Il pourrait être saisi. Une société qui fait faillite, elle perd son brevet. Donc il faut qu'elle sauve son brevet à la dernière minute. Et là, vous pouvez, pour le coup, quand on parlait de faire les choses carrées au moment de faire faillite, pour le coup, on pourrait vous faire des reproches là-dessus. En disant, vous partez avec les meubles et vous laissez vos créanciers avec des dettes. Donc en amont, ça peut être une façon de faire, de mettre le brevet dans une holding. Ça le sécurise parce qu'il ne craint pas la faillite. Mais en même temps, ça a un côté, il faut que ce soit discuté avec vos actionnaires. Et en général, les actionnaires, quand ils mettent dans une boîte en amorçage, dont la seule valeur, c'est l'innovation technologique, le message est clair. Ah oui. Voilà, il y a quand même ce point. Il y avait un autre débat. Dilution de... la notion de dilution. Ça, c'est... Aujourd'hui, les fondateurs, on possède quasiment les 3/4 de la boîte. Ça, c'est... concrètement, c'est un échange que vous avez avec vos investisseurs. C'est une situation de discussion où vous avez une société, vous estimez sa valeur, eux en discutent la valeur, et vous ouvrez votre capital à certaines conditions, et parfois ça capote parce que vous n'êtes pas d'accord, et parfois on finit par se mettre d'accord parce que vous avez la valorisation de la boîte qui vous donne le niveau de dilution. Le niveau de dilution doit aussi être réfléchi en pensant à les multiples levées de fonds. D'accord. Et en général, il y a souvent un avis collectif sur si les fondateurs ils se retrouvent avec plus rien, ils sont plus intéressés, ils vont partir. Donc on essaie communément, c'est limite dans l'intérêt de tout le monde, même des actionnaires, mais bon, ça c'est à voir, parce qu'il ne faut pas non plus vendre... Et la cible, c'est quoi justement avec les prochaines levées de fonds qui arrivent? C'est d'aller vers 50, d'aller vers... 50 quoi? C'est 3/4, vous êtes à 75. Là, ça donne la valeur de la boîte, qu'il a dit 1 million tout à l'heure. Non, mais il peut avoir plusieurs années, je sais pas moi. S'il y a des questions à l'espèce, c'est hyper intéressant. Je ne veux pas partir trop tôt, mais
Les questions sont hyper dures là, parce qu'on touche à la confidentialité. Oui. Mais je vais essayer, sur caméra. je vais essayer de... On va couper au montage. Non, mais clairement, parce que dans 6 mois, mes chers actionnaires, Oui. chers futurs investisseurs, donc nous aurons une valeur très honorable qui correspondra à la valorisation de la boîte, à la valeur même de la boîte. Enfin, non, mais pour essayer de répondre concrètement, c'est quelque chose qui se discute, où vous avez d'autres leviers de décision. D'accord. Parfois, si la valorisation n'est pas d'accord, il y a des histoires de clauses de ratchet, de clauses de machin, avec la constitution d'un peuple d'actionnaires. Ça coûte des frais d'avocat, mais qui sont quasiment forcément là à ce moment-là. Donc honnêtement, moi, si je peux avoir un conseil à avoir vis-à-vis de vous, c'est soyez droit dans votre boîte et soyez capable de dire oui, ma boîte vaut le temps. Voilà. Il y a un moment, c'est le point. Et n'essayez pas d'aller, si je peux avoir le conseil inverse, n'essayez pas d'aller voir la lumière et essayer de pigeonner des gens. Ces gens-là, sont vos actionnaires, sont des gens qui vont vous suivre dans toutes vos difficultés. Et quand dans 2 ans, il manquera 150 000 € pour essayer de monter un projet et sinon la boîte fait faillite, vous serez content de les avoir. Donc ça va dans les deux sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, il faut se dire, moi je pense que ma boîte vaut ça, j'en suis persuadé, pour telle et telle raison, être capable de le justifier sans chercher à entourlouper qui que ce soit. Nous, les premières personnes qui sont rentrées, c'était nos familles. Le but, c'est pas d'arnaquer ces familles quand on les fait rentrer au capital de la boîte. Et puis le deuxième tour, c'était un peu des amis. Quand le troisième tour, c'était une dette bancaire, c'est assez rare de alors, non, rappel à la banque. Alors, le troisième tour, capital, troisième tour, il y a eu du capital et de la dette bancaire. Alors, c'est pas tout à fait rare, puisque une grosse partie de cette dette bancaire, elle vient de la BPI. Et la BPI, c'est un prêt qu'ils fournissent juste après, qui est fait pour compléter une levée de fonds. Donc en fait, il est fait pour. Donc si vous faites une levée de fonds, allez tout de suite taper à la porte de la BPI, voire même juste un peu avant. Parce qu'ils demandent une garantie, non? Ils demandent une garantie. La BPI ne demande jamais de garantie. Voilà. Les banques demandent des garanties. Les banques demandent des garanties. La BPI peut se porter caution à votre place sur 50% du prêt. Et après, c'est pour votre. Peut-être plus si vous débrouillez. Il faut avoir un bon banquier. Super, formidable. Bravo, hein. Merci beaucoup de votre attention. Un grand merci. Et puis, on te souhaite tout le succès et qu'il mérite. Et voilà, tu as creusé le sillon entrepreneuriat à l'école, je crois que ça mérite d'être... voilà.